Coucou les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'effet miroir. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui est connu dans le milieu du développement personnel, mais qui, selon moi, est souvent sous-estimé. Donc avant de commencer, je vais vous proposer de prendre un papier et un crayon et d'écrire deux prénoms. Le prénom d'une personne qui suscite votre admiration et le prénom d'une autre personne qui provoque votre agacement. Et à côté de ces prénoms, vous allez décrire en quelques mots ce qui vous inspire chez l'une et ce qui vous met hors de vous chez l'autre. Gardez précieusement ces infos, on va s'en servir dans quelques minutes. Donc, l'effet miroir, c'est quoi? C'est une théorie qui part du principe que ce que je vois chez l'autre existe en moi. Autrement dit, ce que je juge chez l'autre et qui me rend émotionnel m'appartient. C'est le reflet d'une partie de moi. Toute la théorie repose principalement sur deux notions. Sur la notion de jugement, il s'agit du jugement que j'émets a priori sur l'autre, et sur la notion de relation, puisque selon l'effet miroir, la relation à l'autre serait une projection de la relation que j'ai avec moi-même. Alors, si on parle de la notion de jugement, déjà, sans jugement, pas d'émotion. Dans le Larousse, on trouve la définition de juger, ça va être évaluer la valeur de quelqu'un ou de quelque chose selon certains critères afin de les classer, de décider à leur sujet et de prendre position. Un jugement, c'est donc une position qu'on prend à partir d'un certain nombre de critères. Et ces critères sont souvent nos valeurs. Les valeurs, ce sont les choses qui sont importantes à notre cœur et que l'on met consciemment ou inconsciemment en priorité dans notre vie. Si tu regardes cette vidéo, c'est possible que pour toi, il est super important d'évoluer, d'apprendre, de grandir. Et il y a de fortes chances pour que tu aies du mal à comprendre les personnes qui font la fête, qui boivent, qui passent leur temps à ce que tu vas appeler des futilités. Donc, tu vas sûrement les juger d'immatures, de puérils, ou c'est des gamins. Hein. Là où tu vas donner du crédit à quelqu'un qui fait du développement personnel, qui fait des stages, qui lit des bouquins qui t'intéressent. Hein. Si le travail, c'est une valeur forte pour ton système, il est probable que tu juges ton collègue de fainéant s'il part du boulot tous les jours à 17 heures pétantes. Et qu'au contraire, tu valorises celui qui fait des heures sup et qui bosse comme un dingue. Si la famille, c'est quelque chose d'important pour toi, il est possible que tu te bases sur ce critère pour déterminer si une personne a de la valeur ou pas à tes yeux. En gros, si ton mari préfère aller au golf avec ses potes le dimanche plutôt que de passer du temps avec les enfants et toi, tu risques sur cette base de le juger d'égoïste. Et si au contraire, il a prévu un pique-nique, une après-midi, jeu de société ou quelque chose qui vous inclut, là, tu vas plutôt le mettre dans la catégorie attentionné, gentil, présent. Notre jugement, il porte sur des comportements ou sur des traits de caractère. Donc, on a tendance à valoriser certains traits de caractère, on va appeler ça des qualités, et à critiquer d'autres traits de caractère qu'on va appeler des défauts. En gros, en jugeant, on détermine ce qui est bien d'un côté et ce qui est mal de l'autre. On fait du tri. Hein. Ce qui est bien va dans le sens de nos valeurs, ce qui est mal s'en éloigne. Donc, à ton avis, est-ce que cette classification, elle va être la même d'une personne à une autre? La réponse est évidemment non. Un jugement repose sur nos perceptions.
Donc, deux personnes face à une même situation vont chacune avoir un point de vue qui diffère, ne serait-ce que subtilement de cette même situation. Notre perception, elle se construit principalement à partir de ce qui nous a été transmis dans notre éducation ou dans notre enfance, parce qu'on va appeler nos figures d'autorité, et de ce que l'on a déduit de nos expériences passées, ce qu'on appelle dans le jargon du coaching des croyances. Autrement dit, chaque personne voit la vie avec ses propres lunettes, avec son propre cadre de référence. Oscar Wilde, il le dit avec beaucoup plus de poésie que moi. Il a écrit « La beauté est dans les yeux de celui qui la regarde ». Alors, si on traduit, ça donne « Si je vois du beau, le beau vient de moi. Et si je vois du moche, ça vient de moi aussi. » Donc, si on paraphrase Oscar, on peut dire « La laideur est dans les yeux de celui qui la regarde ». Et dit avec des mots d'enfant, ça donnerait un truc du genre « c'est celui qui dit qui est ». Si on part de ce principe, quand je perçois quelque chose que j'aime chez quelqu'un, c'est quelque chose que j'aime de moi. Et quand je perçois quelque chose que je n'aime pas, c'est quelque chose que je n'aime pas de moi. Reprenez ce que vous avez noté en début de vidéo. La qualité que vous avez attribuée à la première personne est, selon cette théorie, une de vos qualités. Et le défaut que vous avez défini pour l'autre serait, selon cette théorie toujours, un de vos défauts. Alors, normalement, à ce stade, certains d'entre vous doivent ressentir de la résistance. Du genre, non, si j'ai mis cette qualité et que je l'admire, c'est justement parce que j'aimerais bien l'avoir et que je ne l'ai pas. Ou encore, non, le défaut que j'ai écrit là, c'est vraiment quelque chose que je déteste et moi, je ne le fais pas, je suis carrément à l'opposé. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que c'est tout à fait normal de ressentir de la résistance. La mauvaise, c'est que si vous avez remarqué ces traits de caractère et qu'ils créent en vous de l'émotion, que ce soit de l'admiration ou du rejet, c'est que c'est forcément un reflet de vous. Alors, à votre avis, pourquoi on vit de la résistance? En fait, c'est une partie de nous qui cache ce trait de caractère pour que l'on puisse se protéger du désamour que ça créerait si on le voyait vraiment en nous. Et cette partie, elle s'appelle, roulement de tambour, l'ego. On vit de la résistance du fait de notre ego. Notre ego, en tout cas de ce que moi j'en ai compris, c'est une partie de nous qui a pour mission de nous apporter une forme de stabilité psychique et de nous protéger. Pour ça, il fait en sorte de définir notre identité de manière à ce qu'on ait un repère. Et il met principalement de la lumière sur ce qu'on juge de positif et sur ce que l'on est en mesure de processer. Ce qui explique la possibilité de voir certains de nos défauts quand même. On a accès à ceux que l'on peut digérer, en quelque sorte. Donc, l'ego capte un trait de caractère qui lui semble dangereux pour l'amour de soi. Il le met dans ce qu'on appelle une zone d'ombre. Donc, à votre avis, comment l'ego a-t-il défini ce qui est dangereux? Et qu'est-ce qu'il va trouver préférable de ne pas manifester? Grossièrement, on va dire que jusqu'à 1 ou 2 ans, l'enfant ne juge pas. Et à partir d'un certain moment, il se met à remarquer à quoi ses parents réagissent et il en déduit ce qui leur plaît et ce qui ne leur plaît pas. Et comme il veut être aimé à tout prix, il se met à exprimer certains traits de caractère et à en cacher d'autres. Il va souvent choisir d'exprimer les traits de caractère qui lui permettent d'obtenir de l'attention et réprimer les autres. Il est tout simplement en train d'élaborer le filtre de ses lunettes et de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Il élabore sans le savoir sa zone d'ombre.
Tout va dépendre de ce qui est la norme dans son environnement. Dans certaines familles, par exemple, exprimer de l'agressivité, c'est tout à fait OK. C'est un mode de communication, un mode d'expression. Alors que dans d'autres, ça ne l'est pas du tout. Il y a des familles dans lesquelles le sujet de l'argent, c'est un sujet bateau. Alors que dans d'autres, c'est un sujet tabou, c'est un sujet anxiogène, voire même conflictuel. La sexualité, l'apparence physique, la culture, le sport, ce sont des valeurs qui peuvent être soit valorisées, soit à l'opposé diabolisées. On est d'accord, il y a des nuances entre les deux. En tout cas, comme on le disait tout à l'heure, un trait de caractère qui a de la valeur sera appelé une qualité et ce qui n'en a pas va être appelé un défaut. Et cette histoire de zone d'ombre, elle marche pour ce que l'on appelle les défauts, mais ça marche aussi pour certaines qualités qui peuvent être jugées par nos figures d'autorité. Par exemple, certaines personnes ont mis la gentillesse dans leur zone d'ombre parce que peut-être dans leur environnement, les gentils étaient associés à des cons. On dit trop bon, trop con, et il y a peut-être certaines personnes qui ont vraiment nourri cette croyance-là. Tu l'auras compris, ce qu'on rejette, c'est en gros ce qu'on n'est pas prêt à accepter de nous. Et c'est pas parce qu'on rejette que c'est éliminé. Ça n'a pas été exterminé. Ça devient juste inconscient. Donc, si on résume, l'ego nous définit et nous donne une structure sur laquelle nous appuyer. Il détermine l'image qu'on se renvoie à nous-mêmes. Il fait en sorte de nous cacher une part de la vérité. C'est son moyen de conserver l'image qu'il a forgée. L'ego ne veut pas prendre la responsabilité de certains traits de caractère car il sait que l'on ne s'aime vraiment pas dans ces aspects-là. Dans ces endroits où on se considère imparfait, là où on se considère imparfait, il y a moins d'amour de soi. Pour lui, c'est donc beaucoup plus digeste de mettre le problème à l'extérieur. Le problème, c'est l'autre. C'est à lui de changer. Le philosophe Arthur Schopenhauer, il a écrit « Blâmer les défauts des autres est un moyen propre à nous faire sentir les nôtres. Il nous faut un miroir pour les voir. » C'est le principe même de la projection. La projection, c'est un mécanisme psychologique de défense qui nous fait attribuer aux autres des sentiments, des intentions, des pensées que nous jugeons inacceptables. Je projette sur l'autre les facettes de moi que je n'ai pas conscientisées. Et il s'agit souvent des facettes auxquelles je dis non, celles que j'évite, celles contre lesquelles je lutte, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Alors vous allez me dire, Lucide Joy, tu es bien gentille, mais ta vidéo, elle annonçait comment développer l'amour de soi grâce à l'effet miroir. Et là, tu es en train de nous dire qu'on a plus de défauts que ce qu'on voulait bien croire. Promis, je vais y venir. Mais déjà, on peut résumer tout le blabla sur le jugement et tout le blabla sur le déni que l'ego orchestre en une phrase. Ma façon de juger l'autre reflète ma façon de me juger. Ça parle de moi, en fait, de mes valeurs, de ce que j'ai mis dans la case bien et de ce que j'ai mis dans la case mal. L'effet miroir, donc, c'est l'idée que l'autre, grâce au jugement que j'émets envers lui, me permet d'aller à la rencontre d'une part de moi, une partie fermée en moi, une partie que je rejette, que je désapprouve. L'autre me permet de mettre de la lumière sur une de mes zones de conflit intérieur. Il peut s'agir d'une blessure qui n'est pas guérie, d'un trait de caractère qui n'est pas accepté. Il y a plein de subtilités.
Et le job, ça va être, une fois qu'on en a conscience, de mettre de l'amour dessus. Alors pour ça, je vais avoir besoin de faire un petit détour sur cette notion d'amour de soi. Parce que s'aimer, c'est un peu différent de prendre soin de soi, hein. Ce n'est pas aussi simple que de prendre un bain aux huiles essentielles avec des petites bougies et une bonne musique, ou alors de se dire « je t'aime » dans un miroir. Ça se saurait. C'est pas non plus s'auto-vénérer, s'auto-kiffer et s'envoyer quotidiennement des fleurs. Pour moi, s'aimer, c'est avant tout s'écouter, accueillir ses émotions et être indulgent avec soi. C'est différent d'être complaisant, hein. Se positionner, agir et prendre des décisions en respectant ses valeurs. Connaître ses besoins et ses limites pour les respecter et s'offrir l'opportunité de les faire respecter. Accepter son imperfection et se donner les moyens d'avancer à son rythme. Reconnaître ses erreurs, ses failles, sa vulnérabilité et s'encourager comme on encouragerait son meilleur pote. Donc l'amour de soi, quelque part, c'est nous aimer dans notre complétude, aimer nos bons et nos mauvais côtés. Réaliser que l'on est gentil et méchant, que l'on est généreux et radin, que l'on est peureux et courageux. Et aimer tout ça. C'est Sandra, un membre du groupe Cap sur soi-même, qui écrivait en réponse à un de mes posts qu'aimer, c'est aimer l'autre tel qu'il est, sans chercher à le changer. Eh bien, s'aimer soi, c'est un peu pareil, c'est se voir tel que l'on est, se donner la main et se choisir grâce et malgré ce que l'on voit. On est bien d'accord, le propos ici, ce n'est pas de dire qu'il faut arrêter de juger ou de se juger. Ce n'est pas possible, hein. Si quelqu'un te dit qu'il ne juge jamais, c'est juste qu'il n'en a pas conscience. Je ne vais pas te refaire tout le topo sur le fonctionnement de l'ego et du mental, mais segmenter les choses, les nommer, les trier, les juger, ça permet d'avoir des repères et de ne pas devenir fou en fait. Donc juger, ce n'est pas un problème en soi à partir du moment où on en a conscience et où on peut choisir. Bref, revenons à nos moutons. L'effet miroir, c'est un outil qui permet de mettre de la conscience sur nos jugements et d'être plus en paix avec ce qu'on avait classé dans la catégorie défaut, voire même de développer de la gratitude pour ces parts de nous. J'ai testé pour vous, hein, ce n'est pas juste des mots. Donc, est-ce que ça vous dit que je vous donne les étapes, les principales étapes de cet outil? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va vous demander d'être honnête avec vous-même et que ça va vous demander d'accepter de changer votre regard, de voir les choses sous un angle différent. Donc, ça peut demander un peu de flexibilité et un peu de temps, un peu de patience aussi, parce qu'autant on peut changer une perception en quelques secondes, comme ça peut prendre un peu plus de temps. La première étape va consister à observer et à repérer. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Ce n'est pas de moi, hein, c'est de Jung. Donc, la première chose, c'est d'être attentif au quotidien et de se mettre dans une position d'observation par rapport à nos pensées, à nos émotions, à nos ressentis. Ce sont les indicateurs. Quand ces émotions ou ces ressentis sont désagréables, c'est souvent que cela vient toucher une zone d'ombre ou une blessure. Comment les repérer? Eh bien, on va repérer ce qu'on juge, ce qu'on critique, ce qui crée de la gêne, de la colère, de l'énervement en nous, ce qui crée du bruit à l'intérieur, de la rumination,
de l'agacement, de la tension, de la crispation, de l'irritation, de la contrariété. Donc ça, c'est la première étape, je repère. La deuxième étape consiste à définir. Pour m'aider à mettre de la conscience sur ce qui se cache derrière tout ça, pour mieux repérer le cadeau mal emballé, je vais définir de quoi je juge l'autre. Ce qu'on cherche ici, et ça touche la notion d'être. Est-ce que je juge l'autre d'être arrogant, hypocrite, opportuniste, méchant, égoïste, jaloux, immature? Et je vais définir ça précisément. Donc, la deuxième étape, c'est définir de quoi je juge l'autre. La troisième étape consiste à équilibrer nos perceptions. On va conscientiser et équilibrer. C'est-à-dire qu'on va sortir de la projection et sortir de la dualité bien-mal. Ça va nous permettre de centrer notre point de vue de manière à ce qu'il soit moins émotionnel, plus juste. L'idée, c'est de se rappeler que tout part de soi, et qu'une émotion vient d'une interprétation. Une émotion, ça vient d'un jugement. Pas de jugement, pas d'émotion. Ce que je projette chez l'autre m'appartient. Ce qui m'énerve, ce qui m'agace, ce qui me gêne fait partie de ma zone d'ombre et me montre des zones de conflit en moi. Il n'y a que la vérité qui blesse, comme disent les enfants. Donc, quand je critique quelqu'un ou quand je ressens de l'agacement envers un de ses comportements, c'est contre une partie de moi-même que je suis en train de réagir. On est là dans l'intention ici de sortir peu à peu de l'illusion que le problème, c'est l'autre et de se demander à quelle partie de moi je suis en train de réagir. Donc, dans l'étape 2, j'ai défini de quoi je juge l'autre. Et ici, il va s'agir de repérer sous quelle forme je manifeste moi aussi ce trait de caractère. On est d'accord? Ça revient à accepter que moi aussi, j'ai ce défaut. Donc, qu'est-ce qui peut se passer à votre avis à ce moment-là? On va souvent ressentir de la résistance, une contraction, quelque chose qui se contracte, qui se recroqueville à l'intérieur. Et c'est normal parce que ça pique. L'ego, il en prend un coup et c'est tout sauf agréable. C'est donc important de faire cette étape dans une énergie la plus riche possible et de s'offrir de la présence. On parle bien ici de prendre sa responsabilité et non pas de culpabiliser. La responsabilité, ça part d'un espace d'amour, là où la culpabilité, ça provient d'un espace de peur. Et ici, on va avoir besoin d'être notre propre allié et de se donner la main pour avancer. Je peux, par exemple, rassurer mon ego et lui rappeler qu'en réalité, je suis le tout et son contraire. C'est OK, c'est normal, c'est pareil pour tout le monde. Je suis juste un être humain. Je ne peux pas être 100% altruiste, ni 100% bienveillant, ni 100% juste. C'est pas possible. J'ai forcément une dose d'égoïsme, une dose de méchanceté, une dose d'injustice en moi. Je pourrais même aller plus loin en disant que ça poserait problème d'être 100% quelque chose, mais ça, ce serait un autre sujet. Je vais me retenir et passer à la suite. Je disais donc qu'on a un peu toutes les facettes en nous. Et ce qu'il est bon de savoir, c'est que tout trait de caractère recèle un potentiel, une énergie. Ça va être intéressant d'aller chercher ce potentiel et d'aller voir en quoi le trait de caractère que je réprime est utile, en quoi il est nécessaire, comment il est légitime. Les questions que je vais pouvoir me poser à ce moment-là, c'est qu'est-ce que ce trait de caractère me permet, qu'est-ce qu'il cherche, c'est quoi au fond son intention positive, quels sont les bénéfices secondaires, qu'est-ce que ce trait de caractère m'a apporté, qu'est-ce qu'il a apporté à l'autre.
Autrement dit, comment ça m'a servi, comment ça a servi l'autre. Hein. Donc voilà les 3 étapes principales de l'effet miroir. Alors, je peux peut-être vous donner un exemple concret sur lequel j'ai moi-même travaillé. Il y a quelques mois, j'étais hyper agacée par un pote qui râlait tout le temps. Non seulement c'est un trait de caractère qui me fatigue, ça me prend de l'énergie, j'ai l'impression d'avoir un vampire énergétique en face de moi, mais en plus, c'est quelque chose que je juge énormément. Ça crée de l'agacement. Donc, étape 1, j'observe et je repère. J'observe qu'à chaque fois que je l'entends se plaindre, soit parce qu'il fait gris, soit parce qu'il y a le Covid, soit parce qu'il n'y a pas le temps de faire du sport, ça m'agace, ça vient me chercher. Hein. Deuxième étape, je définis de quoi je le juge l'autre. Et là, ça demande un peu de précision, donc je creuse et je réalise que finalement, à ce moment-là, ce qui me dérange le plus, c'est que j'ai le sentiment qu'il est ingrat. Hein, parce que mon côté perché, il voudrait qu'on soit reconnaissant envers la vie, qu'on soit dans la gratitude. Okay, et là, c'est ça qui vient me chercher. Je le répète, hein, ça vient me chercher. Ce sont mes émotions qui proviennent de mes perceptions, qui se basent sur mes croyances, sur ma grille de lecture polarisée, bien, mal. Okay. Donc, une fois que j'ai déterminé de quoi je juge l'autre, je vais passer à l'étape 3, qui est de conscientiser et d'équilibrer mes perceptions. Donc là, je trouve la dernière fois que j'ai manifesté ce comportement, et quand je fais l'exercice, c'est facile parce que je suis tombée en panne de voiture quelques jours avant, et j'explore l'intention de ce comportement quand j'ai appelé ma mère et que j'ai râlé. Bien. J'explore comment ça a nourri les valeurs de ma mère, comment ça m'a servi à moi à un autre niveau. Et je vous passe les détails, mais à la fin de l'exercice, mon cœur, il est comme ça, mais comme ça de gratitude et d'amour. Et le plus fou, c'est que depuis que j'ai fait cet exercice, je suis non seulement à l'aise avec le fait de râler, mais qu'en plus, quand j'écoute quelqu'un râler, un ami ou quelqu'un dans la rue, je ne ressens plus du tout d'agacement. Donc, l'effet miroir, c'est vraiment un outil qui permet non seulement de mieux se connaître, mais aussi de mieux s'aimer. Il permet de réintégrer une part de nous et d'accéder au potentiel qui va avec. De développer compassion, empathie et tolérance envers soi et envers l'autre, et de se libérer de la culpabilité et de la honte. Plus j'accepte mes parts d'ombre, plus j'ai de la compassion pour elles, et moins je les juge. Moins je les juge, plus je suis en paix avec elles. Plus je suis en paix avec elles et plus je suis en paix avec moi, et plus je suis en paix avec moi-même, moins je réagis à ce que manifestent les autres. Et en plus, il est possible que j'intègre peu à peu l'accord Toltec qui dit « n'en fais pas une histoire personnelle ». Parce que si j'ai intégré que mes jugements m'appartiennent, j'intègre quelque part que les jugements des autres parlent d'eux-mêmes. Ça leur appartient. La vie des autres, c'est la vie des autres. L'avantage de cet outil aussi, c'est qu'on ne se sent ni meilleur ni moins bien que les autres, puisqu'on découvre qu'on est tous des miroirs les uns des autres, par certains côtés. Donc, ça développe aussi notre humilité. C'est un outil qui permet aussi d'être plus en osmose avec la vie et de recevoir chaque agacement comme une opportunité de nourrir l'amour de soi et la compassion pour l'autre. Quand je m'agace, du coup, je réalise que la vie me rend service. Et c'est comme si les autres deviennent des agents de l'univers qui me sont envoyés pour que je grandisse et pour que je conscientise peu à peu ma complétude.
C'est un outil qui génère un gain d'énergie parce qu'on perd plus d'énergie à vouloir changer les autres. Et ça permet aussi un gain de pouvoir puisqu'on reprend notre responsabilité. On sort de l'accusation, on sort de la projection. Hein. Et finalement, en changeant de regard, on finit par réagir de façon différente, par attirer à nous les personnes, les événements, les situations que l'on veut vraiment accueillir dans notre vie. Pour moi, l'effet miroir, ça permet clairement d'apaiser la relation à soi et la relation à l'autre et de développer l'amour de soi, d'évoluer vers une vie riche, satisfaisante, vibrante, une vie épanouissante et surtout une vie remplie de sens. Hein. Donc, l'effet miroir, c'est vraiment un sujet qui me passionne, vous l'aurez compris. C'est un outil que je propose en séance individuelle, mais que je trouve encore plus puissant en groupe. Et du coup, j'ai créé un atelier en ligne que je propose en petit comité. C'est un atelier qui dure environ 2 heures et demie, à travers lequel je vous guide dans l'exploration d'un trait de caractère qui vous pèse, qui vous agace, qui vous irrite, pour vous en libérer, pour vous libérer de la tension que ça crée en vous. Donc, pour plus de renseignements, rendez-vous sur la page Facebook Cap sur soi-même ou sur l'Insta du même nom. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous et de vos pensées et à bientôt.